de peak wave, ce que je voulais vous montrer, c'est aussi d'attirer l'attention sur le phénomène de poussée latérale qui s'accompagne au fait d'un frottement négatif. Ça veut dire, si vous voyez un frottement négatif, ou si on parle de frottement négatif, vraisemblablement, il y a aussi une poussée latérale. Un sol qui tasse se déplace aussi horizontalement. Donc, il y a toujours cet effet-là. Donc, et en particulier, donc, ce matin, on avait évoqué la possibilité d'une interaction que l'on pourrait avoir entre un bâtiment fondé superficiellement et un bâtiment existant fondé sur pieux. Et on avait mis l'accent sur l'interaction par frottement négatif. Il y a aussi une interaction par poussée latérale à prendre en considération. Le cas schématique qui avait servi de référence dans le passé, notamment pour les problèmes d'ouvrage d'art, quand je dis le passé, c'est les années 60, 70, quand on construisait beaucoup d'ouvrages d'art avec des problèmes de remblai d'accès en interaction avec des fondations profondes. C'est ce cas schématique-là qui avait alimenté des modèles qui avait permis de calibrer les modèles de calcul. Oui, des expérimentations en vraie grandeur avaient été mises en œuvre et qui ont été donc qui ont servi de base pour valider ou conforter on va dire les modèles qu'on utilise. Et en l'occurrence, donc le cas schématique, c'est un remblai sur un sol mou, donc on sait que ça tasse, mais ça se déplace aussi, le sol mou. Et ce déplacement va venir pousser, on va dire, le pieu et le déformer. Donc le pieu, il ne va pas se laisser faire. Si c'est un micro-pieu, par exemple, ou un pieu de très faible inertie, il va simplement suivre. Mais un pieu qui a une certaine inertie, il ne va pas se laisser faire. Donc en fait, ce déplacement du sol va se traduire, va générer une pression de poussée qui donc génère des efforts tranchants et des moments fléchissants. Alors, ce qui est un point important à souligner, je pense que je l'ai évoqué peut-être un peu trop rapidement ce matin, c'est que pour étudier ce type de situation, on utilise des lois de réaction qui vont jusqu'à la pression limite. Alors, bon, maintenant c'est écrit. Ben bon, à votre avis, pourquoi on va jusqu'à la pression limite? Alors qu'il s'agit d'un chargement de longue durée, hein, des poussées latérales. Ce serait contre la sécurité de l'arrêter avant? Exactement. Donc en fait, tout à l'heure, souvenez-vous, je vous disais que vis-à-vis de la reprise d'une charge en tête, le fait de plafonner la réaction du sol à PF, c'est ce qui constituait la sécurité. C'était du côté de la sécurité. Et par contre, ici, la réaction du sol, ce n'est pas quelque chose qui stabilise le pieu. La pression du sol ou la réaction du sol, c'est quelque chose qui pousse le pieu. Donc il a un caractère actif, comme c'est marqué ici. Donc si on veut être du côté de la sécurité, ben, il ne faut pas plafonner APF. Il faut le laisser aller jusqu'à ce que. Enfin, faut considérer le maximum que l'on pourrait avoir au niveau de la réaction du sol. Le maximum, en réalité, c'est la pression limite. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'utiliser une loi de réaction qui va jusqu'à la pression limite, donc avec une pente KF. Pourquoi une fois KF? Parce que c'est un chargement de longue durée. Le tassement du sol mou ainsi que son déplacement horizontal, c'est quelque chose qui se produit, on va dire, à long terme généralement. Et puis ensuite, on change de palier quand entre PF et PU, on a une raideur qui est un peu plus faible, donc on divise KF par 2. Et donc, quand vous choisissez dans peak wave, poussée latérale du sol qui domine, c'est ça ce qui va générer. D'accord? C'est une loi de ce type-là. Et à ce moment-là, le PL, la pression limite, va être utilisée pour alimenter cette pression, ce palier de rupture. Alors, donc la donnée d'entrée pour alimenter ce type d'analyse, c'est le déplacement du sol. D'accord? Et c'est ce déplacement qui va être transformé, entre guillemets, dans le calcul en pression équivalente au niveau du pieu. Mais la donnée d'entrée, c'est un déplacement. Comme tout à l'heure pour le frottement négatif, la donnée d'entrée, c'était un tassement. Et là, c'est un déplacement horizontal. Et donc, ce déplacement-là, on va le noter G de Z. G de Z, c'est le déplacement horizontal du sol, là où le pieu est placé. Donc, on parle aussi de déplacement libre du sol, parce qu'en fait, le G de Z par convention, c'est le déplacement que l'on aurait eu s'il n'y avait pas les pieux. C'est comme ça que c'est défini. De même titre que le tassement d'ailleurs qu'on a introduit dans TASPI, c'est un tassement qu'on va calculer en l'absence des pieux, avec un calcul tassé le dos. Et c'est ce tassement-là qui nous sert, ou ce déplacement-là qui nous sert de donnée d'entrée pour analyser les problèmes d'effets parasites.
Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on sait que les pieux, ce n'est pas un écran. Si vous avez un écran de soutènement, ce n'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. Mais au fait, les pieux sont, il y a on va dire, un certain nombre d'axes. Le sol peut se mouvoir entre guillemets entre les pieux. Donc en fait, il n'y a pas d'effet d'écran au niveau des pieux, hein. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec le déplacement dit libre du sol en champ libre. Deux façons d'évaluer ce déplacement G de Z que vous voyez ici, soit avec des approches indirectes, ça peut être des calculs numériques, Plaxis par exemple, aux éléments finis, dans lequel on modélise le remblai, le sol compressible, mais pas les pieux. En 2D ou en 3D, on détermine la déformée et on introduit ça dans PICWEF. Et puis, une façon de faire aussi, ça peut être si, posons qu'on est dans une situation où le sol a un comportement élastique, ça veut dire les charges qui lui sont appliquées correspondent à des niveaux de sécurité confortables, ça veut dire 2 à 3. À ce moment-là, le sol va avoir un comportement élastique et on peut utiliser à ce moment-là des calculs de type Tasseldo, par exemple, comme on a vu hier, pour évaluer ce déplacement horizontal. Tasseldo sait le calculer, mais dans le cadre d'un comportement globalement élastique. Maintenant, quand vous êtes dans des configurations où les coefficients de sécurité vis-à-vis de la charge de remblai ne sont pas supérieurs ou égaux à 3, ne sont pas suffisamment confortables. Donc typiquement, quand on construit un remblai, qu'il soit un remblai de préchargement ou un remblai définitif, en général, on construit un remblai avec une sécurité de 1,3, 1,5. Donc c'est une sécurité beaucoup plus faible, donc ça nous place tout près de la charge de rupture. On ne peut pas dire que le sol a un comportement élastique dans ces conditions-là. Et c'est pour cette raison que les solutions d'élasticité ne marcheraient pas. Donc, les gens qui avaient établi à l'origine, dans les années 60-70, les règles de calcul que je vais vous présenter, avaient compris ça. Et ils ont privilégié des méthodes, des modèles, on va dire des expérimentations sur vraie grandeur pour calibrer ce jet de Z. D'accord? Donc, en l'occurrence, ces expérimentations ont permis d'établir des jets de Z qui seraient applicables en présence d'un sol mou et avec un niveau de sécurité faible. D'accord? Ce jet de Z obéit à cette forme-là. Donc, vous avez une forme avec une amplitude G de max, qui est notée G max, et puis une forme adimensionnelle G de Z, le grand G de Z. Donc, c'est comme ça qu'on va le calculer. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de connaître ça. Ça, c'est quelque chose qui est normalisé à 1. Et on a besoin de connaître ça qui correspond à la valeur maximale du déplacement. Cette forme-là, grand G de Z, les expérimentations qui avaient été menées ont montré que globalement, toutes les mesures, c'est des mesures avec des inclinomètres en l'occurrence, placées à différentes distances du remblai. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit un remblai sur des sols mous, sur différents sites, et puis on est venu mettre des inclinomètres à différentes distances du pied de remblai, voir comment ça se déforme. Et la conclusion, c'était finalement, globalement, en fonction de, on va dire, de type de sol, la présence ou non d'une couche raide en surface, d'une couche de substitution en surface, les déformés qui avaient été mesurés s'inscrivaient entre ces deux courbes-là. Donc, on a deux courbes enveloppes ont été identifiées. La courbe 1, dans le cas général, on a un sol mou qui est rencontré immédiatement en surface. Et la courbe 2, c'est dans le cas où il y a une couche raide en surface. C'est cette courbe-là. D'accord? Et donc, toutes les mesures s'inscrivaient entre ces deux courbes-là. Et puis, la courbe de 2, c'est typiquement quand vous allez avoir une couche de remblai plus raide en partie supérieure, une couche de substitution, une couche de forme, etc. Donc ça vous donne simplement, comme vous pouvez le voir, c'est normalisé à 1. Ça vous donne le déplacement maximal. Et le déplacement normalisé, la forme de déplacement. Et puis après, on vient multiplier ça par une amplitude Gmax. Et cette amplitude Gmax, on l'obtient par corrélation dans la pratique à la sécurité d'une part, c'est-à-dire le coefficient de sécurité que l'on a effectivement par rapport à la rupture, plus le coefficient de sécurité confortable, plus le Gmax est faible. Et on le relie aussi vis-à-vis de la partie différée, on relie ce Gmax au tassement. Donc l'approche a été construite comme ça, donc c'est ce qui avait été mis dans le fascicule 62 et qui avait servi de base, on va dire, au dimensionnement d'un grand nombre d'ouvrages d'art en France notamment, et puis ce qui a été repris tel quel dans la norme fondation profonde que je rappelle ici. Donc là, c'est juste un rappel de ce qu'il y a dans la norme. Donc en l'occurrence,
ce Gmax-là, on distingue deux parties. Il y a une partie instantanée, dès qu'on construit le remblai, dès qu'on applique la charge, on est en présence d'un sol mou qui va avoir un comportement non drainé dans un premier temps, donc à volume constant. Et donc, qui dit volume constant, dit déplacement horizontal important. Parce qu'un volume constant n'implique pas un déplacement horizontal nul. Il ne faut pas oublier ça. Donc, en fait, on a un Gmax 0 qui correspond au déplacement instantané, et puis une partie différée qui va venir plus tard et qui est liée au tassement différé du remblai. Donc, en l'occurrence, ce Gmax 0 là, donc ça c'est purement empirique ce qui avait été établi, donc en observant un peu différents remblais et les déplacements mesurés à court terme, immédiatement après le montage du remblai. Donc, vous avez en abscisse le coefficient de sécurité. Donc, pi plus 2 fois Cu, c'est la capacité portante, au fait, du sol. Hein. C'est la contrainte de rupture pour un sol en condition non drainée. Et gamma H, c'est la contrainte appliquée, c'est le poids du remblai. Donc, ça, c'est le rapport de sécurité, c'est le coefficient de sécurité. Quand vous avez des coefficients de sécurité faibles, vous voyez que le déplacement, là, c'est un déplacement normalisé à l'épaisseur de la couche, D. Le déplacement est très, très important. Et il se chiffre en 1-2% de l'épaisseur. Ça veut dire, si vous avez un sol mou qui a une épaisseur de 10 mètres, quand je dis 1%, c'est 10 cm de déplacement horizontal. Par contre, le même sol mou, si vous construisez un remblai de plus faible hauteur et donc vous garantissez un niveau de sécurité plus confortable, donc ça veut dire par exemple un niveau de sécurité de 3, à ce moment-là, vous voyez que vous avez des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus faibles. C'est quelques, on va dire, millièmes de l'épaisseur, et donc ça veut dire une épaisseur de 10 mètres vous donne quelques centimètres. Et puis, ce qu'il faut imaginer ici, c'est que finalement, vous avez différentes courbes et chaque courbe correspond à une valeur de paramètre M et ce M traduit la position relative du pieu par rapport au remblai, par rapport à la charge. Quand vous avez, ça c'est la position du pieu, ça c'est le pied du remblai. Quand vous avez par exemple un pieu qui est placé au pied du remblai, vous prenez bêta prime égale à bêta. Et bêta c'est la pente du remblai, la pente du talus. Et à ce moment-là, ça vous permet de calculer le facteur M. D'accord ? Et donc, choisir la bonne courbe. Connaissant la sécurité, vous savez où est-ce que vous placez au niveau de l'abscisse et ça vous donne donc le déplacement. Donc ça, c'est ce que les règles qui avaient été héritées du fascicule 62 que l'on a aujourd'hui dans la norme fondation profonde. Et puis, en parallèle, la partie différée. Alors, dans quel cas on va avoir cette partie instantanée? Typiquement, c'est le pieu existe déjà, au moment où j'ai monté le remblai. Mais on peut avoir des situations où je construis le remblai alors que le pieu n'est pas encore construit. Et à ce moment-là, pendant la construction du remblai, ce Gmax 0, on va l'avoir évidemment, mais il n'y aura pas de pieu en face. Et donc, les pieux vont réagir uniquement vis-à-vis de la part différée de tassement entre le moment où les pieux sont construits et la durée, on va dire, d'utilisation de l'ouvrage. Et donc, en l'occurrence, c'est là où intervient le delta Gmax, qui est proportionnel au delta S. Delta S, c'est le tassement à l'axe du remblai. Et ça, c'est chaque point représente un ouvrage qui a été instrumenté. Donc, une quarantaine d'ouvrages avaient été instrumentés. Et grosso modo, ce que ça montrait, c'est que pour les cas courants avec une pente de remblai de l'ordre de 3 bords 2, c'est ça les pentes de remblai habituelles, et des pieux qui sont placés, on va dire, pas loin, à proximité du pied du remblai, on a quelque chose de l'ordre de 0,15. Retenez cet ordre de grandeur-là. 0,15, c'est quoi? C'est le rapport entre le déplacement horizontal et le tassement. Autrement dit, quand je vous dis qu'il y a un remblai qui tasse de 10 cm, on s'attend à ce qu'il y ait, on va dire, un déplacement horizontal de l'ordre de 1,5 cm. Et si on veut être enveloppe par rapport à ce qui a été observé, toutes les mesures, on peut aller jusqu'à 0,25, d'accord? Et avec ça, on couvre toutes les positions possibles du pieu. Donc, au titre d'approche enveloppe, si vous voulez dégrossir le sujet, prenez 25% du tassement. Et ça, c'est votre déplacement horizontal. Tassement différé, ça veut dire celui que l'on obtient à partir du moment où les pieux est en place. Et puis, si maintenant le pieu était là bien avant de construire le remblai, à ce 25% du tassement vient se rajouter ce déplacement instantané qui lui fait intervenir le coefficient de sécurité. Donc, c'est comme ça que cette approche empirique avait été construite et donc qu'on peut donc utiliser à l'aide de PeakWave. Donc, dans PeakWave, ce qu'on va introduire, c'est le jet Z, c'est le déplacement. Et donc PeakWave, il y a un assistant pour choisir entre la courbe E, la courbe 1 et la courbe 2.
Donc il génère les courbes automatiquement, entre guillemets. Il vous demandera, c'est à vous d'introduire le déplacement maximal, le Gmax. Donc le Gmax, c'est à vous de l'estimer en fonction de tout ce que je vous raconte là. Donc ça, c'est pas propre, on va dire, au calcul de pieux lui-même. Et puis ensuite, donc là, l'idée, c'est quand on va introduire ce G de Z dans le calcul, dans un calcul de pieux, on va constater que finalement, ce G de Z-là, le pieux ne va pas suivre le G de Z. Donc évidemment, il a une certaine inertie. Donc là, c'est un pieux phi 1000. Donc le pieux se déforme comme il peut. Donc il y a un décalage, une différence entre le déplacement G de Z et le déplacement du pieux Y de Z. Et c'est cette différence qui crée une poussée. Tout à l'heure, quand on avait parlé de TASPI, la différence entre le tassement du pieux et le tassement du sol et le tassement du pieux créait du frottement négatif. Et bien là, la différence crée de la poussée latérale. C'est pour ça qu'on parle de poussée latérale. Et cette poussée latérale génère donc des sollicitations internes. Et ce qui est embêtant dans ce type de problème, c'est que ces sollicitations internes, ils sont, on va dire, générées en profondeur. Je reviens en arrière et je vous rappelle ce qu'on avait fait dans l'exercice qu'on a traité ensemble. Et en l'occurrence, quand on avait traité le pieux de l'exercice tout à l'heure, le moment maximal était atteint sur les premiers mètres. Donc, autrement dit, s'il faut ferrailler le pieux, c'est surtout sur la partie supérieure du pieux qu'il faut mettre l'accent en termes de ferraillage. Donc, si vous avez par exemple des pieux de grande longueur, voilà, donc l'idée c'est qu'il n'y a pas besoin de ferrailler le pieux toute hauteur. Voilà, c'est ça l'idée. Et en tout cas, pas avec la même densité. Par contre, quand vous allez avoir à traiter des problèmes de poussée latérale, ce qui est embêtant, c'est que ça génère des sollicitations en profondeur, et particulièrement à l'encastrement avec le rocher ou avec le terrain porteur. Et c'est donc ça veut dire que ça nous oblige à ferrailler le pieux toute hauteur, mais au moins jusqu'à la zone, on va dire, active. Et donc, ce qui constitue le sujet, on va dire, de base pour ces problèmes d'effets parasites horizontaux, c'est le fait qu'il génère des sollicitations qui ne sont pas couvertes par le ferraillage qu'on aurait prévu pour reprendre la charge en tête. C'est surtout ça. Ça veut dire que ça nécessite de prévoir quelque chose de plus parce que non seulement les amplitudes peuvent parfois être élevées, mais aussi la position de ce moment maximal. Et en regardant ce cas-là, vous avez un pieux phi 1000, d'accord, qui s'oppose entre guillemets au mouvement du terrain. Le moment maximal, c'est à peu près 1000 kN. Le même déplacement du sol, le même terrain, mais à l'intérieur duquel je mets des pieux de plus faible diamètre. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est des inclusions de 350 mm. Ben, ces inclusions, de par leur faible inertie, arrivent à suivre, entre guillemets, la pression de poussée est plus faible et les moments fléchissants sont plus faibles. On passe de 1000 à 75. Autrement dit, pour ces effets parasites, plus le pieux est raide, plus les sollicitations sont grandes. Donc c'est pour ça qu'on recommande toujours, quand vous avez des fondations profondes et que vous ne pouvez pas, par on va dire une cinématique de phasage, éliminer ces effets parasites, une solution, ça pourrait être de privilégier des pieux nombreux, mais de faible diamètre, plutôt que très peu de pieux de gros diamètre. Parce que si vous mettez par exemple votre semelle sur 4 pieux de très gros diamètre, vous allez avoir des sollicitations parasites qui sont très élevées. Et si maintenant vous mettez, par exemple, au lieu de mettre la semelle, après il y a tout ça, il faut regarder l'équation économique derrière, mais si vous mettez la semelle avec plus de pieux mais de plus faible diamètre, vous allez réduire les sollicitations